État totalitaire broyant l'individu contre société de contrôle pourvoyeuse d'un bonheur et de plaisir superflu, tout semble a priori opposer les univers d'Aldous Huxley et de George Orwell. Et pourtant, un lieu, à 40 km de Londres, a réuni les deux hommes à la fin des années 1910. Une enclave hors du temps, fabrique des élites de l'Empire britannique, le prestigieux collège d'Eton. Ils se rencontrent dans cette salle de classe en 1917. Huxley sur l'estrade, Orwell derrière un pupitre, le maître et l'élève. Aldous Huxley connaît par cœur ses murs et les graffitis qui ornent les tables. Il y a suivi sa scolarité, comme tous les membres de la haute société britannique. Il y revient désormais comme professeur de français suppléant. Car l'enseignant traîne son spleen à Eton. Lui qui rêvait d'une vie de romancier a été contraint d'accepter ce poste quand son père lui a coupé les vivres. C'était un désastreux professeur qui n'avait aucune autorité, qui était incapable de faire régner l'ordre, mais Huxley a mis vraiment l'amour de la langue et des mots dans les oreilles de ses jeunes élèves, et ça, je pense que c'est un apport qui est resté. Au contact du professeur Huxley, le jeune Orwell découvre Zola, Maupassant, Anatole France. Il écrit de la poésie et collabore au journal de l'école. La littérature, l'écriture deviennent pour l'adolescent récalcitrant un moyen de se faire une place dans le monde. Aucun des deux ne se plaît à Eton. Orwell accumule les mauvais résultats et décide de ne pas poursuivre ses études. Après 2 ans d'enseignement, Huxley démissionne de son poste. Il désire se consacrer pleinement à l'écriture, en finir avec ce qu'il appelle sa constipation poétique. L'univers clos et oppressant d'Eton servira de source d'inspiration aux deux écrivains. Il façonnera leur vision du futur, celle d'un monde cloisonné, immuable, hiérarchisé en société de caste où nul n'échappe à sa condition. C'était quelqu'un de très élégant. Il y a cette anecdote très amusante de Virginia Woolf lors d'une traversée sur un ferry. Elle repère sur le bateau Huxley et sa femme, vêtus comme pour un shooting pour le magazine Vogue. Et comme elle ne se sentait pas assez bien habillée pour les rencontrer, elle est allée se cacher derrière la cheminée. Il était vraiment très à l'aise en société. Outre l'écriture, à laquelle il consacre ses journées, Huxley se passionne pour la science et les innovations technologiques. La radio qui pénètre les foyers. Mais aussi et surtout la médecine et la biologie. Son grand-père, Thomas Henry Huxley, est un éminent zoologiste et anatomiste, grand défenseur de Darwin. Son frère, Julian, est un biologiste et théoricien de l'eugénisme. Quant à son demi-frère, Andrew, il remportera en 1963 le prix Nobel de médecine. Il venait vraiment de ce milieu, et je pense que ça l'a conditionné. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a quasiment jamais écrit dessus. Pourquoi n'en a-t-il pas plus dit sur cet héritage intellectuel? Était-ce parce qu'il voulait être un homme moderne? Après la Première Guerre mondiale, des intellectuels comme Huxley étaient tellement en colère contre la guerre qui avait tué tant de leurs amis qu'ils voulaient tourner le dos au passé et regarder vers le futur. Ce que Huxley voit se profiler à l'horizon ne le rassure guère. Dans le contexte bouillonnant de l'entre-deux-guerres, il s'interroge sur la place de l'individu dans un monde qui court vers la production et la consommation de masse. Il veut en faire le sujet de son prochain livre. Un récit ironique et féroce, à rebours de la plupart des romans de science-fiction de l'époque, qui défendent l'idée que le progrès scientifique ferait le bonheur des hommes. En mai 1931, Huxley s'isole dans son bureau pendant 4 mois et imagine un monde où la science, sous couvert d'apporter confort et stabilité, devient un instrument de contrôle visant à conditionner et asservir l'humanité. Son livre se nourrit des débats eugénistes qui animent la communauté savante des années 30. Huxley est atterré par ceux qui voient dans les progrès de la génétique un moyen d'organiser la société et de justifier les inégalités.
et plus encore par certains scientifiques aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui stérilisent les handicapés et les personnes jugées socialement inaptes. Aldous Huxley vivait à une époque où les gens parlaient d'élevage sélectif, d'eugénisme, de la possibilité de conditionner les êtres humains en induisant chez eux des comportements, en leur parlant durant leur sommeil. Huxley a extrapolé ces histoires, ces technologies, en y ajoutant les drogues et les médicaments pour en faire une fable sur le contrôle ultime. Dans un magazine, Huxley avait dit ne pas être intéressé par le monde des plaisirs, qu'il trouvait cela ennuyeux. Mais je pense que c'est contredit parce que nous savons de sa vie. Il vivait dans des relations parfois très compliquées avec sa femme Maria, qui était bisexuelle. Et lui trouvait souvent des maîtresses. Dire qu'à l'époque, dans l'Angleterre des années 20, ce n'était pas conventionnel, c'est un euphémisme. À sa publication en 1932, Le meilleur des mondes est ovationné par la critique. Mais plusieurs pays comme l'Irlande et l'Australie y voient une incitation à la débauche et demandent même à ce qu'on brûle les livres. Une polémique qu'Aldous Huxley suit d'un œil amusé depuis sa propriété de la Côte d'Azur. Pendant la guerre, les trajectoires des deux écrivains se croisent à nouveau. George Orwell découvre le roman de son ancien professeur et s'empresse d'en rédiger une critique acerbe. Le meilleur des mondes de M. Aldous Huxley était une bonne caricature de l'utopie hédoniste. Le genre d'événement qui semblait possible et même imminent avant l'apparition d'Hitler, mais qui n'avait aucun rapport avec le futur tel qu'il se dessine. Voilà qui est bien. Ce vers quoi nous nous dirigeons en ce moment ressemble davantage à l'Inquisition espagnole, ou probablement bien pire, grâce à la police secrète. Il y a très peu de chances d'y échapper à moins de pouvoir rétablir la croyance en la fraternité entre humains. Je comprends qu'Orwell, durant la Seconde Guerre mondiale, vers 1940, se soit montré agacé vis-à-vis de la vision d'Huxley, qu'il trouvait un peu trop intelligente, trop complaisante avec la montée d'Hitler. Il considérait Huxley comme un intellectuel enfermé dans sa tour d'ivoire. Huxley ne prend pas la peine de répondre. Ce qui n'empêchera pas Orwell de lui faire parvenir un exemplaire de son roman 1984. Espère-t-il le convaincre du bien fondé de sa vision? Aldous Huxley reçoit le livre de son ancien élève en Californie, où il vit depuis 1937. Cette fois, il adresse une lettre à Orwell. D'ici la prochaine génération, je pense que les leaders mondiaux découvriront que le conditionnement des enfants et que l'hypnose sous narcotique sont plus efficaces en tant qu'instrument de gouvernance que les matraques et les prisons. Et que la soif de pouvoir peut être tout aussi bien satisfaite en suggérant au peuple d'aimer sa servitude, plutôt qu'en le frappant et en le flagellant pour qu'il obéisse. En d'autres termes, je sens que le cauchemar de 1984 est destiné à moduler le cauchemar d'un monde ressemblant plus à ce que j'ai imaginé dans Le meilleur des mondes. La même année, du haut de la terrasse de sa villa d'Hollywood, Aldous Huxley pose un regard ironique sur les aberrations de l'American Way of Life. Il a fait cette fameuse description dans une lettre quand il vivait en Californie. Il regardait depuis la fenêtre de sa maison. Il a vu un jeune homme qui, durant 2 heures, polissait sa voiture rouge. Et Huxley ne comprenait pas pourquoi perdre du temps à faire cela. Il n'était pas du tout un homme de la société de consommation. Comment vous avez commencé à écrire? L'ancien professeur de français cherchera à s'extraire du consumérisme ambiant.
à sa manière. Vous avez fait une expérience assez troublante. Vous avez pris une dose de mescaline pour expérimenter les effets de cette drogue sur l'esprit, sur la conscience. J'ai pris la mescaline 1 ou 2 fois et puis l'acide lysergique 2 ou 3 fois avec plusieurs médecins et physiologistes. Et c'est une chose vraiment très extraordinaire parce qu'on fait l'exploration d'une terra incognita de l'esprit. On se rend compte qu'on porte avec lui une espèce de continent complètement inconnu dans son cerveau. On pénétrait dans une espèce de continent noir qui ne ressemble en rien au monde ordinaire. Dans son ouvrage « Les portes de la perception », Huxley relate sa première expérience sous mescaline. Lui, l'aristocrate anglais, devient du même coup l'une des icônes de la Beat Generation et du mouvement hippie. Jim Morrison baptisera son groupe de rock The Doors en hommage au titre du livre. « 13 ans après la disparition de George Orwell, Aldous Huxley, auteur britannique, penseur visionnaire et gourou de la contre-culture, choisit de mourir sous LSD le 22 novembre 1963. Il sait qu'il ne gagnera pas contre le cancer de la gorge qui le ronge depuis 3 ans. This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. Mais les cris et les pleurs qui secouent ce jour-là l'Amérique ne sont pas pour lui. Il a eu l'intelligence, la sagesse, de mourir le seul jour où personne ne le remarquerait, où personne ne remarquerait qu'Aldous Huxley venait de mourir. Il a choisi le 22 novembre 1963, le jour où John Fitzgerald Kennedy a été tué. Donc, si vous voulez vous échapper de la ville sans que personne ne le remarque, c'est comme ça qu'il faut le faire.